Cette semaine, à Vidéo Terreur, on parle de films d'horreur, oui, mais on parle de cinéma d'horreur canadien. Bonjour, bienvenue à Vidéo Terreur. Cette semaine, on s'arrête et on réfléchit sur le cinéma d'horreur canadien. Avec moi, comme à chaque semaine, M. Jimmy Franqueur, spécialiste et fan fini de films d'horreur. Bonjour Jimmy. Bonjour Pierre. Ça va bien? Et toi? Oui, ça va. Quand on pense à ça, on se dit, les films d'horreur, on a toujours l'impression qu'on a parlé d'Italie, des États-Unis, de Grande-Bretagne, mais il y a quand même une belle école ou un beau mouvement de films d'horreur qui viennent du Canada. Oh, il y en a, effectivement. Puis, bon, au cours de l'émission, probablement qu'il y en a que les gens vont se rendre compte « Ah, j'ai toujours pensé que c'était un film américain. » Puis d'ailleurs, je dirais que c'était probablement pas fortuit, là, parce que on essayait probablement aussi d'aiguiser nos films comme des productions américaines pour augmenter les chances qu'ils soient diffusés à l'étranger, là. Mais oui, il y en existe, là. Mais est-ce que c'est un gros mouvement ou ça reste un peu anodin? C'est quelques films où il y a vraiment eu beaucoup de films d'horreur canadiens? Quand même relativement peu, là. OK. On parlait tantôt un peu d'une période où il y a une plus forte croissance, mais on peut pas parler d'un mouvement très, très important, là. Parce qu'en fait, même au niveau des réalisateurs, on peut en discuter tout à l'heure, là, on a Cronenberg, David Cronenberg, le cinéaste de Toronto, bon, qui est comme la figure emblématique là, du cinéma d'horreur canadien, mais essentiellement, encore une fois, c'est pas un mouvement très à grande échelle, là. Ouais, en tout cas, on reviendra sur Cronenberg. Quand est-ce que ça a commencé, le cinéma d'horreur canadien? Est-ce qu'on a une date, un film qui nous dit « Ah, c'est là que, pour la première fois, l'objectif, c'est de faire peur ». Oui, c'est le film The Mask, 1961. Là, on considère que c'est vraiment la première production canadienne d'un film d'horreur, là, proprement dit. Avant ça, en fait, on a, je pourrais dire ça, une contribution canadienne à l'horreur. J'ai quelques petits exemples, là, entre autres. David Manners, qui joue Jonathan Harker dans Dracula avec Bela Lugosi, 1931, Okay. qui est un Canadien. OK. On a Faye, qui est l'actrice qui joue dans King Kong, là, celle qu'on voit dans la main De King avoir peur. Là. Ouais. Donc Faye, c'est une Canadienne. Mais c'est pas des acteurs qui sont affichés franchement canadiens. Là. OK. Et c'était à une époque aussi, tu voulais faire ton nom, t'allais à Hollywood. Exactement. Ouais. Donc tu voulais plus appartenir au showbiz d'Hollywood que t'identifier comme étant canadien. On a Daniel Ouimet, qui a joué dans un excellent film, le Daughter of Darkness, 1971. Un film de vampire avec la comtesse Bathory. OK. Un film très, très, très bien réalisé, je dirais, tout en subtilité. Là. Encore une fois, souvent, on n'est pas au courant, là, mais c'était un film, je dirais, quand même assez intéressant, là, dans la période un peu des films Hammer, entre autres, là, qu'on a discuté à un moment donné. Louise Marleau, qui a joué aussi là, l'ancienne flamme de Claude Dubois, là, qui a joué dans le film Contamination de Luigi Cosi. Ah oui? Un film italien, là, ce qui est je sais pas si tu l'as vu, mais c'est vraiment là, copié sur Alien, je dirais, avec très très peu de budget. Essentiellement, c'est des gros œufs extraterrestres qui explosent, mais Louise Marleau est l'actrice principale quand même du film. On a aussi dans Macha Merrill, qui n'est pas une Québécoise, là, mais qui est intéressante de nommer en saut. Parce que Macha Merrill a joué, on se souviendra, là, la mère de Pierre Lambert dans L'Anse et Compte. Oui. Qui a joué la médium dans Profondo Rosso, Deep Red de Dario Argento, qui est excellente d'ailleurs. Là. Mais c'est quand même un clin d'œil, je dirais, au cinéma québécois là, via L'Anse et Compte. On a aussi Playgirl Killer, 1977, qui est ce qu'on considère le premier film assumé canadien. C'est tourné à Montréal, on ne cherche pas à déguiser nécessairement le décor. L'histoire se passe, là, je dirais, là, franchement, à Montréal. On a, si on se rappelle aussi, là, le film The Fly, le premier, avec Vincent Price, dont l'histoire se passe à Montréal. Lorsque le film commence, en fait, on voit là, un laboratoire là, qui est à Montréal. Je dirais que c'est la seule référence au Canada, mais c'est intéressant de se rendre compte de ça, parce qu'en fait, quand on va en parler tout à l'heure, le film The Fly, qui a été réalisé là, par Cronenberg plus tard, et lui, un film canadien. Il y a comme un peu ce lien-là qui est intéressant. On a le film Derange, 1974, qui est sorti la même année que Texas Chainsaw Massacre, qui est aussi, je dirais, traite là, du tueur qu'on a, Ed Gein. Donc, qui est un film canadien aussi. Les gens sont pas nécessairement toujours au courant de ce fait-là, mais c'est un film effectivement canadien. On a Dead Dream, 1974 aussi,
comme une bonne année pour le cinéma canadien. Donc, on est dans la fin de la guerre du Vietnam et c'est justement, là, c'est un film qu'on pourrait même à rigueur qualifier de film de zombie. C'est d'une famille là, que leur fils, qui était vétéran de la guerre du Vietnam, revient. Puis on apprend finalement que le fils est mort, mais qui est toujours présent dans la maison. Dead Dream, donc, film canadien. Et notre, je dirais, sur le plan historique, probablement le plus intéressant, là, c'est Black Christmas. Oui. Probablement le premier slasher officiel là, de film de tueur. Qui se passe à Noël. Qui se passe à Noël et qui est un film canadien. Fait que ça, c'est je dirais, les belles histoires, les beaux anecdotes là, du cinéma canadien. Tu sais, tu me racontes tout ça. Est-ce qu'il y a vraiment un genre spécifique? Est-ce qu'on peut reconnaître un film d'horreur canadien ou, à part si on regarde, c'était Téléfilm Canada financé, donc c'est canadien. C'est pas mal ça. Il y a pas un genre. C'est pas comme, mettons, les Giallo qui sont clairement associés à l'Italie. Là. Non, je pense que tu résumes très bien la situation. Effectivement, on n'a pas cherché, en tout cas dans l'horreur, à se démarquer. Que ce soit au niveau de l'histoire, par exemple, en prenant des légendes amérindiennes, ce qui aurait pu être intéressant, puis en les mettant, là, je dirais, en termes de film, on a beaucoup plus tenté de se fondre, je dirais, dans le cinéma américain pour justement augmenter les chances là, d'avoir une visibilité à l'étranger. Une diffusion. Est-ce qu'on en a fait au Québec en français? Parce que là, on parle beaucoup de films qui ont été faits en anglais, puis je comprends pourquoi, le marché américain est plus grand. Mais est-ce qu'on a fait des films d'horreur au Québec dans ces périodes-là? Ben, dans la période 70-80, là, écoute, il y a peut-être un exemple là, ou deux obscur là, qui a passé sous le radar, mais il n'y a pas vraiment là, de cinéma d'horreur québécois. On a eu quelques années plus tard, récemment, là, Les Affamés, 51-50 Rue des Ormes, les adaptations de Patrick Sénécal, Les 7 jours du Talion, où on est dans des exemples un peu plus récents, Hunting Ground. Là, il y a un cinéma quand même, je dirais, d'horreur québécois émergent, mais pas à grande échelle, puis ça vient relativement tard. Là. Parlons de David Cronenberg. David Cronenberg qui est comme une sommité de cinéma canadien parce qu'il n'a pas fait juste de l'horreur, mais il en a quand même fait beaucoup. Mais il y a des traits caractéristiques qu'on retrouve beaucoup. Là, la violence, mais aussi les viscères. Il aime moi, je pourrais dire ça, la biologie humaine. Là. Oui, effectivement. Là, ça, c'est un thème très, je dirais, fondamental dans Cronenberg. Le rapport un peu hypochondriaque à la peur. Là. On passe beaucoup par le corps. Là. Okay. Donc, toute la réflexion, je dirais, de Cronenberg là, dans je dirais, la première moitié de sa carrière est vraiment, même les Américains ont dit bodily horrors, donc vraiment l'horreur du corps. Là. Ouais. On est vraiment dans cette réflexion-là. Puis, ce qui est intéressant avec Cronenberg, qui est un cinéaste là, qui nous vient de Toronto, on est vraiment, je dirais, dans un cinéaste qui est fondamentalement un intellectuel, quelqu'un qui a une réflexion vraiment intéressante, mais qui fait dans sa première moitié de vie de l'horreur assez intense. Là. Mais quand même, esthétiquement intéressant. Là. Il va ailleurs de qu'est-ce qu'on a vu, du moins j'ai l'impression. Oh, oui. Puis il a commencé, en fait, son premier film, là, c'est Shivers, Frisson, 1975, qui est tourné à l'île des Sœurs dans un bloc appartement. Puis... en fait, ce qui est intéressant un peu avec ce film-là, la genèse un peu, c'est qu'à l'origine, c'est son premier film, il cherche à tourner, et il a écrit ce scénario-là, donc de Frisson, puis il rencontre les dirigeants de Cinépix pour financer son projet. À la base, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est que Cronenberg tourne un film érotique. Ça ne l'intéresse pas vraiment. Au fil des discussions, on dit « est-ce qu'on va financer ton projet? » Mais ils ne comprennent pas le scénario. Ils s'attendent à avoir des vampires, il n'y a pas de château, il n'y a pas de monstres. Ils décident quand même, je dirais, malgré tout, de le tourner.
Cronenberg a utilisé, entre autres, Barbara Steele, qu'on voit là, dans Mask of Death, un film italien. C'est une actrice, je dirais, en Italie, qui était bien connue. Bon, l'a fait venir à Montréal, fait le tournage. C'est un film qui a été, je dirais, très, très mal reçu là, dans les premiers temps parce que, entre autres, je dirais, on l'a beaucoup attaqué sur le fait qu'il avait été financé par les fonds publics. Okay. Et il y a plusieurs critiques là, qui parlaient dans les journaux à peu près essentiellement ces termes-là. L'horreur que vos fonds ont financé. Okay. Donc, je dirais, mais en même temps, je dirais toujours un peu la mauvaise publicité est quand même de la publicité. Ça l'a quand même fait connaître. Mais c'est un film, je dirais, dans un premier temps, qui a une réaction assez intense là, de par justement le financement. Là. Puis ensuite, il y en a eu plusieurs autres. Là, Rabid. Ouais. Rage, en 1977. Avec Rage, en fait, encore une fois, je dirais, Cronenberg décide de prendre une actrice de l'extérieur pour, je dirais, comme actrice principale. Il va prendre Marilyn Chambers, qui était une actrice de film pornographique américaine. Qui s'était fait connaître, je dirais, aussi par le scandale d'Ivory Neige. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle apparaissait sur les boîtes là, des savons Ivory et la compagnie a finalement découvert trop tard que son deuxième métier, c'était le cinéma érotique. Donc, il y a eu tout un rappel des boîtes là, de savons Ivory. Fait que Cronenberg décide qu'il y aurait probablement pour moi aussi un bon coup publicitaire à l'engager. Qui est, soit dit en passant, est excellente dans le film. Très, très bonne actrice. Donc, avec Rage, on commence à avoir un film, je dirais, qui est un peu plus, je dirais, plus assumé, peut-être un peu plus mature. Là, on arrive dans les années 80. Scanners. Et ça, ceux de notre génération vont se rappeler que c'est quand même un film, là, je dirais, canadien qui a marqué. Là. Ça a été un film quand même assez important. Donc, c'est une bataille de psychique avec des pouvoirs, puis c'est tourné aussi à Montréal. C'était probablement le film qui a lancé la carrière là, de Cronenberg. Là. C'est là 20 ans qu'on le connaît vraiment comme étant un cinéaste, qui est quand même, 3 films à son actif, et 3 films quand même qui ont été quand même, je dirais, peut-être pas marquants, mais qui ont quand même eu une certaine popularité. Là. Puis là, son nom est fait que là, il peut se lancer dans des projets qui sont peut-être plus proches de ce qu'il veut faire. Oui, on parlait tout à l'heure là, que une des réflexions beaucoup là, de Cronenberg, c'est le corps, mais il y a aussi tout le rapport à l'image. Oui. Avec Vidéodrome, qui est, je dirais, peut-être pas le plus connu, mais probablement un de ses meilleurs, là, définitivement, là, qui nous amène toute la réflexion aussi, je dirais, pré-Internet à... La technologie, là, okay, que justement, on contrôle les gens par l'esprit, mais aussi par ce qu'ils consomment, par ce qu'ils voient. C'est un film génial, en fait, où, grosso modo, c'est une chaîne de télé publique qui diffuse une émission qui, on pourrait dire ça, peu recommandable. Puis en fait, ce qu'on veut, c'est que les gens qui l'écoutent, on se dit, si les gens écoutent ça, donc c'est des personnes peu recommandables et ça injecte un cancer là, via les ondes, les ondes de l'émission. Mais il y a vraiment, encore une fois, une réflexion super intéressante, mais avec toute l'intensité de Cronenberg là, qui est quand même là. Why did you watch it, Max? Business reasons. Sure. What about the other reasons? Max Wren is a victim. I woke up with a headache. He has been exposed to Videodrome. I've been hallucinating for a while, ever since... What? Since I first saw Videodrome. His brain is already receiving video images. I think that massive doses of Videodrome signal will ultimately produce and control hallucination to the point that it will change human reality. Soon, his visions will coalesce and become uncontrollable flesh. Videodrome is seducing Max Wren. Please, come to me now. Come to Nikki. And Max Wren can do nothing to stop it. What makes you think I need help? None of our test subjects has returned to normality. Television can change your mind. Videodrome will change your body. Long live the new flesh. It will shatter your reality. Videodrome. Videodrome, starring Deborah Harry.
and James Woods. A shocking new vision from the creator of Scanners. Coming soon to a theater near you from Universal Pictures. Puis après ça, ben, ça va débouler. On va avoir La Mouche, on va avoir Crash, on va avoir... Naked Lunch aussi. Naked Lunch. Naked Lunch, tout le monde disait que c'est inadaptable au cinéma. C'est pas vraiment un film d'horreur, par exemple. On est plus dans on est plus dans un mélange de genres. On est vraiment dans un mélange de genres, effectivement, avec Naked Lunch, où effectivement, qui est un livre de William Burroughs, où on se disait... En fait, est-ce qu'on est dans le roman? Est-ce qu'on est dans la poésie? Ouais. Juste le simple fait de l'adapter, parce qu'on va en parler probablement prochainement là, sur la difficulté d'adapter Lovecraft. Mais adapter le Burroughs, on est ailleurs complètement. Là. Oui. Puis effectivement, je dirais que c'est un film surréaliste absolument incroyable, mais excessivement intéressant. Là. Ouais. Puis avec les années 90, il va quitter un peu le genre, quand même, là, avec Existence. Puis après ça, il va aller dans des zones où la violence est là, l'History of Violence, puis les Promesses de l'ombre. Existence, en fait, on pourrait dire qu'il est presque une suite de Vidéodrome. Oui, clairement. Ou presque un remake. Là, on s'en les mêmes beaucoup à ça. thématiques. Là. Les mêmes thématiques, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres réalisateurs canadiens ou de figures de proue qui ont marqué le cinéma canadien? Peu ou pas. Non, c'est correct. On peut pas parler de cinéma canadien sans parler des abris fiscaux parce que ça a eu une grande incidence quand même sur le cinéma d'horreur canadien. Ouais, ça, je pense qu'il faut le comprendre. Puis je dirais que c'est un point central de 1978 à 1982, essentiellement. Le gouvernement veut, je dirais, ce qui était quand même bien intentionné, faire lever l'industrie du cinéma canadien. Donc, on arrive à dire essentiellement, si vous investissez dans un film canadien, il y a une déduction fiscale de 100%. OK. Ce qui n'est pas rien. Là. Donc, à partir de ce moment-là, je dirais, vous êtes un médecin, un dentiste, un particulier, vous avez un 100 000 $ que vous voulez mettre à l'abri de l'impôt, vous investissez dans un film, vous avez une déduction de 100%, et si le film fonctionne, ben, vous avez aussi le retour sur votre investissement. Ah ouais. Donc, cette période-là, essentiellement, je dirais, écoutez, il y a beaucoup de films américains qui ont eu des fonds, justement, du cinéma américain pour venir tourner ici, pour investir, encore une fois, parce que c'était fantastique. Là. Ben oui, c'est une manne, là, je veux dire, pour eux autres. Là. Fait que oui, il y a eu une industrie canadienne. Je dirais, essentiellement, l'idée n'était pas nécessairement mauvaise. Évidemment, il y a eu un peu la même critique qu'on faisait avec Shivers en disant regardez les films qu'on finance avec les fonds publics. Ceci dit, l'effet, je dirais, pervers de cette situation-là, c'est que on n'avait plus nécessairement un discernement à savoir vous ne voulez pas nécessairement faire de la qualité. Si vous faisiez un film, vous aviez votre déduction. Là. Fait il s'est comme perdu un peu, je dirais. L'idée, c'était de faire travailler du monde. L'idée, c'était de faire travailler des gens. Là. Donc, on a perdu un peu l'intérêt de faire du bon cinéma, mais il y a quand même plusieurs films intéressants qui ont été faits dans cette période-là. Comme par exemple... Ben, on peut y aller avec My Bloody Valentine, là, qui est un slasher qu'on a discuté. Écoutez, on va parler 2 fois de l'an 50 dans cette émission, mais c'est, je pense, le Pour les premier bonnes rôle raisons. de Karl Marotte, qui meurt d'ailleurs au début du film. Il est tout jeune dans ce film-là. Oui, je pense que c'est son premier rôle d'ailleurs. Ouais, là. ouais. Donc, My Bloody Valentine, qui est un film quand même marquant du Qui se cinéma passe à canadien. Saint-Valentin. In this town on Valentine's Day, everybody loses their heart. Roses are red, violets are blue. One is dead, and so are you. It can't be happening again. Stop! It can't be happening again. What's going on over in Valentine Bluffs? It looks like Harry Warden's back in town. It happened once. It happened twice. Cancel the dance or it'll happen twice. In the town of Valentine Bluffs, there are many ways to die. Take your pick. My Bloody Valentine. Il y a un film qui s'appelle The Changeling avec George Scott, qui est un film de fantôme là, vraiment excessivement bien réalisé. D'ailleurs, Martin Scorsese le considère comme le 11e meilleur film du cinéma. Là. Ouais, OK. Donc, dans son top 20, là, c'est au 11e rang
Changeling. George Scott, qui est un des acteurs qui joue dans The Changeling, qui joue d'ailleurs dans Exorcist 3. On se souviendra, là, c'est l'enquêteur dans Exorcist 3. Within this old house live 2 residents. One of them is John Russell, composer, professor. The other has been dead for over 70 years. Claire, I'd like to talk to you about the house. Did you die in this house? How did you die? Whatever it is trying desperately to communicate. What is it in that house, Claire? What is it doing? Why is it trying to reach me? It's a hand. Senator, I'm John Russell. I'm living in your house. Senator, look, I want to show him that. You've got something of the senator's. He wants it back. You want? What do you want from me? Many films will frighten you, but only a few can really terrify you. The Changeling. Autre film aussi, Dead Ship, dans cette période-là. Un film qui se passe à l'intérieur d'un bateau fantôme. Encore une fois, un très bon film, je dirais. Fait partie un peu, je dirais, des bons films qui ont sorti un peu de cette vague-là. On a aussi, bien sûr, Terror Train avec Jamie Lee Curtis, qui est Jamie Lee Curtis à une certaine période et la Scream Queen, la reine du film d'horreur avec, entre autres, dans Halloween, à jouer dans The Fog. Et évidemment, on l'amène au Canada pour tourner dans Terror Train. Puis David Copperfield joue d'ailleurs dans Terror Train un rôle de magicien. Okay. Donc, c'est un rôle de composition. Là. On a aussi Happy Birthday to Me avec Melissa Swanderson, je ne sais pas si tu te rappelles, qui jouait dans la petite maison dans la prairie. Ah oui. Donc, qui joue dans ce film-là. C'est encore ça fait partie des slashers, un film, là, je dirais, avec un tueur qu'on a de la misère à identifier. Visiting Hour, un autre film aussi là, qui se passe dans un hôpital. Les Prom Night. Et aussi Ilsa, la tigresse de Sibérie, qui n'est pas nécessairement, je vous dirais, un film d'horreur, qui est plus un film, je dirais, violent, érotico-violent, on pourrait qualifier de trash. Mais c'est intéressant parce que c'est une série qui part de l'Europe puis qui a terminé, il y en a eu 4, puis le dernier est tourné là, à Montréal, au Canada. Là. OK, puis il faut en croire que c'est en Russie. Oui! Donc, est-ce qu'on fait encore des films d'horreur au Canada? Je veux dire, ça reste un peu underground, mais la mouvance existe encore. Oui, il existe encore, effectivement, mais encore une fois, c'est pas un mouvement excessivement fort. Je pense que le cinéma québécois, dans l'ensemble, a été beaucoup, je dirais, pris par les films historiques, les comédies, les drames. Fait qu'il n'y a pas vraiment de mouvement, je dirais, de fond. On est vraiment dans des films ponctuels. Ouais, tranquillement, ça s'en vient peut-être. Ce serait quoi, tous les films à voir absolument si je m'intéresse au cinéma d'horreur canadien? On revient avec My Bloody Valentine, je pense qu'il est un incontournable. Dans son ensemble, je dirais, s'il fallait choisir pour Cronenberg, je pense que Vidéodrome, là, ça serait vraiment... Vidéodrome. La mouche, il est solide. Puis avec La mouche, on est dans la réflexion aussi, encore une fois, de la transformation du corps, la technologie. C'est des thèmes qui sont vraiment là, forts là, dans l'œuvre de Cronenberg. I think you're making a mistake. I think you really want to talk to me. Sorry, I have 3 other interviews to do before this party's over. Yeah, but they're not working on something that'll change the world as we know it. They say they are. Yeah, but they're lying. There is a limit, even to the imagination. Human teleportation, molecular decimation, breakdown, and reformation is inherently purging.
where our greatest creations meet our deepest fears. Something went wrong, Seth. When you went through, something went wrong. You are about to go beyond that limit. Those weird hairs that were growing out of your back, I had them analyzed. But they were definitely not human. If you saw how scared and angry and desperate he is. I'm sure Typhoid Mary was a very nice person, too, when you saw her socially. No! You're afraid to be destroyed and recreated, aren't you? You're changing, Seth. Everything about you is changing. Oh, no. What's happening to me? Am I dying? I want to know what's going on. What does the disease want? It wants to turn me into something else. Oh, no. A fly got into the transmitter pod with me that first time when I was alone. Don't go back to it. It could be contagious. I'm afraid! Don't be afraid. No. Be afraid. Be very afraid. Help me. Please, help me. Changeling, honnêtement aussi, là, qui est un film... J'ai jamais vu, je vais essayer c'est d'écouter ça. excessivement fort. C'est un film très lent, un rythme vraiment, là, tout en lenteur, mais réalisation là, très, très, très soignée. Là, je dirais même, moi-même, là, jusqu'à présent, il n'y a pas si longtemps, j'ignorais encore que c'était un film canadien. Là. OK. Fait que des fois, il faut le découvrir aussi, il faut un peu fouiller, mais il n'y a pas vraiment... Même si on a fait quand même pas mal de films, puis des films intéressants, il n'y a pas vraiment de marque de commerce là, pour le cinéma. Effectivement, je pense que c'est un bon point là, qu'on n'a pas nécessairement réussi à donner une couleur. Là. Par exemple, si on regarde un film, mettons, espagnol, les films d'horreur espagnols ou italiens, ou on est capable, au cinéma asiatique, le cinéma japonais, on est capable de trouver, je dirais, assez facilement de retrouver un peu la culture derrière ça. Le cinéma canadien, c'est beaucoup plus Cronenberg, mais c'est peut-être lui qui va refaire ressortir un genre Cronenberg plutôt que le genre d'horreur en général. Effectivement, parce que si on avait eu, mettons, David Cronenberg, s'il avait été américain, ça aurait été probablement de toute façon un grand cinéaste qui aurait été probablement marquant. Mais ça n'aurait pas été canadien. Ça n'aurait pas été canadien. Hey, merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces informations très éclairantes sur le cinéma d'horreur canadien. Hein. Je trouve intéressant. On sort des sentiers battus. C'est le fun. Merci d'avoir été des nôtres et on vous dit, nous, à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Vidéo Terreur. Bonne semaine.